Infertilité, 3 hormones souvent oubliées. Bonjour, je suis Virginie Terrier et voici Alva Goodman. Nous sommes toutes les deux les fondatrices de Fertiline. Fertiline, ce sont les seuls accompagnements qui sont recommandés par les médecins et les cliniques de PMA et qui multiplient par 7 vos chances de réussite. Si vous aimez nos contenus, il est très important de les liker, de les commenter, de les partager. Quand vous faites ça, vous permettez à énormément de personnes comme vous qui recherchent des informations de les découvrir et c'est terriblement important. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun contenu et de faire également marcher la chaîne pour qu'elle soit de plus en plus partagée. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 hormones qui sont malheureusement trop oubliées lorsqu'on fait des bilans justement hormonaux ou des bilans en fait d'infertilité et qui sont pourtant essentielles à connaître leur taux pour vous aider à améliorer votre fertilité. Nous allons donc parler de la testostérone, de la DHEA et du cortisol. Commençons par la testostérone. La testostérone, c'est une hormone essentielle de la fertilité. Elle est produite au niveau des ovaires, mais pas que. Elle est produite au niveau des glandes surrénales. Et dans cette vidéo, je vais vous parler beaucoup des glandes surrénales puisque les 3 hormones dont nous allons parler sont également produites au niveau du système surrénalien. Alors, cette testostérone, eh bien, elle est importante pour la fertilité puisqu'elle est le précurseur du 17-bêta-œstradiol qui est la forme active de l'œstradiol. Mais attention, si elle est en excès, elle va commencer à faire dysfonctionner l'ovaire et à ralentir la maturation des follicules, c'est-à-dire qu'elle va nous donner beaucoup de follicules mais qui vont avoir du mal à maturer. Donc cette testostérone, si elle est dans la norme, tout se passe bien. Si elle est en déficit, c'est un problème puisque c'est un immense précurseur de l'œstradiol et si elle est en excès, elle va créer un effet de rétrocontrôle sur la maturation de nos follicules et elle va ralentir la maturation et faire en sorte que on obtient de mauvais résultats lors des stimulations ou que parfois on n'a aucun follicule qui va arriver à maturité et qu'on aura des cycles qui seront complètement dysovulatoires, voire anovulatoires. Cette testostérone, dans certaines situations, on va la trouver effectivement plus en déficit ou majoritairement en excès. Par exemple, dans le cas des insuffisances ovariennes, il est beaucoup plus courant de trouver des niveaux de testostérone qui sont extrêmement bas, alors que dans le cadre d'un syndrome des ovaires polykystiques, on aura plutôt des niveaux de testostérone qui seront particulièrement élevés. Et donc, vous comprenez à quoi justement sert la testostérone et comment elle va régler les choses. Comme je le disais, si elle est très basse, eh bien, on va souffrir d'insuffisance hormonale. Si elle est extrêmement haute, on va souffrir de dysfonction ovarienne et donc de beaucoup de follicules, mais des follicules qui ont extrêmement peu de potentiel, voire de cycles qui sont irréguliers, dysovulatoires, anovulatoires. Cette testostérone est essentielle et comme je le disais, elle est produite au niveau des ovaires et elle est produite au niveau des surrénales. Et c'est clairement cette production surrénalienne qui peut aussi mettre le bazar dans vos résultats hormonaux puisque cette testostérone surrénalienne est malheureusement produite sous l'effet du stress ou épuisée sous l'effet du stress. C'est-à-dire que si vous êtes exposé à un stress de façon chronique, que ce soit un stress émotionnel ou que ce soit un stress physiologique, comme une infection de fond, comme une inflammation, eh bien il est fort probable que vos taux de production de testostérone au niveau des surrénales fassent une explosion pendant un temps et aille fortement diminuer, par exemple, sur une autre phase. D'une personne à l'autre, on peut aussi avoir justement une réaction différente au niveau des surrénales et certaines personnes vont avoir tendance à épuiser leur testostérone alors que d'autres vont avoir des excès de testostérone. Et cette variation de la testostérone surrénalienne peut avoir un impact extrêmement fort sur votre système ovarien. Et d'un coup, votre médecin peut vous dire « c'est bizarre, je vois que vos follicules ont du mal à pousser. C'est bizarre, vous avez plein de follicules au niveau ovarien, mais par contre, ils restent vraiment tout petits. C'est bizarre, vous répondez pas à la stimulation. C'est bizarre, vous aviez un bon statut hormonal, puis là, en fait, votre œstradiol, il est complètement effondré. Si c'est le cas, pensez à vos surrénales, allez doser la testostérone et allez regarder où en sont l'intégralité de vos hormones surrénaliennes, donc les hormones dont on va parler là, dans cette vidéo. La deuxième hormone dont nous allons parler, c'est la DHEA. Alors la DHEA, on en entend parler en fertilité puisque on imagine qu'elle est très associée finalement au développement de l'endomètre, ce qui a été quand même un petit peu démenti, et la DHEA reste un précurseur aussi de l'œstradiol. Mais c'est un précurseur qui nécessite tout de même 3 phases de transformation pour devenir de l'œstradiol. La testostérone est un précurseur beaucoup plus direct en fait de l'œstradiol. Cette DHEA, de la même façon que la testostérone, elle est produite au niveau surrénalien et elle peut être déficitaire, trop en bas de la norme, dans la norme
ou excessive par rapport à la norme. Lorsqu'on a des taux de DHEA qui sont excessifs par rapport à la norme, on va avoir un peu les mêmes effets que la progestérone. On peut avoir de la dysfonction, on peut avoir de l'hyperplasie, par exemple de l'endomètre, un endomètre qui devient beaucoup trop épais, puisque si on utilise la DHEA pour faire pousser l'endomètre, eh bien on imagine que sur des taux excessifs, on peut avoir aussi un endomètre qui devient trop épais et qui crée un contexte d'implantation qui n'est pas optimal. On peut avoir aussi, si la DHEA se transforme correctement, un excès d'œstradiol et donc du coup un déséquilibre entre l'œstradiol et la progestérone, donc il n'est pas pertinent d'avoir de la DHEA en excès. Et lorsque la DHEA est effondrée, eh bien là on aura des problématiques déjà de fatigue importantes, mais on aura aussi des problématiques de production en général d'œstradiol, d'équilibre aussi du système hormonal et de puissance du système hormonal. Ce sera un signe d'épuisement de notre système hormonal. Donc cette DHEA, elle est quand même très importante, elle est une base d'équilibre de notre système hormonal et il a même été prouvé que des carences en DHEA augmenteraient fortement les risques de fausses couches. Certaines études sont même en cours, des études dans lesquelles on donne aux femmes enceintes dans les 3 premiers mois de grossesse une supplémentation en DHEA pour augmenter leur taux et diminuer justement le risque de survenue de fausses couches. Ces études ne sont pas encore terminées, donc il est beaucoup trop tôt pour savoir si cela est pertinent ou non de le faire. Cependant, il peut être toujours intéressant de moduler notre propre production de DHEA et notre propre équilibre hormonal. La 3e hormone oubliée de la fertilité est elle aussi une hormone surrénalienne. Celle-là, elle est un petit peu connue. Elle est connue surtout, on en parle beaucoup quand elle est en excès, mais pas assez quand elle est en déficit. Cette hormone, c'est le cortisol. Alors peut-être que dans le cadre de la fertilité, vous avez entendu parler de cortisone, qui est le précurseur du cortisol. Quand on donne de la cortisone, elle va se transformer en cortisol. Mais nos surrénales, nos glandes surrénales ont la capacité, bien évidemment, de produire du cortisol. Et cette hormone est extrêmement importante dans le cadre de la fertilité, puisqu'elle contribue à la grossesse et elle contribue à tous les stades de la grossesse, particulièrement à l'implantation. Donc vous l'aurez compris, un taux de cortisol qui varie, qui est beaucoup trop bas ou qui est beaucoup trop haut, va perturber particulièrement le contexte d'implantation. Si un cortisol est bas, eh bien cela veut dire que notre système hormonal surrénalien est particulièrement épuisé. Et il faut savoir que lors de la grossesse, au moment du début de la grossesse, notre taux de cortisol est censé augmenter. Cette augmentation, elle est normale, elle est physiologique et elle sert à quelque chose de très important. Elle sert à faire de la répression immunitaire. C'est-à-dire que notre taux de cortisol va augmenter pour calmer l'immunité, pour faire en sorte que notre immunité n'attaque pas l'embryon. C'est extrêmement important. Vous imaginez bien que si vous avez un taux de cortisol qui est effondré avant d'aller sur une grossesse, eh bien peut-être que votre corps ne sera pas en capacité de créer ce processus d'adaptation. Peut-être que votre cortisol ne sera pas en capacité de s'élever pour aller créer cette répression immunitaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'immunité va rester active et va faire son travail de défense et donc chasser cet embryon qui était en train de s'implanter. Si vous avez un taux de cortisol extrêmement élevé, alors dans ce cas, la répression immunitaire sera bien en place. Par contre, on a un autre problème. L'autre problème, c'est que le cortisol en excès va avoir 2 conséquences. La première, c'est que celui-ci va perturber la vascularisation, donc l'apport en sang jusqu'à votre embryon risque d'être diminué. Et la deuxième, c'est qu'un taux de cortisol en excès va augmenter le niveau de contraction utérine et va augmenter la fréquence des contractions utérines. Donc là aussi, l'embryon aura moins de chances de s'implanter. Dans tous les cas, quelles que soient les hormones, la testostérone, la DHEA, le cortisol, toutes ces hormones qui sont en partie ou intégralement d'origine surrénalienne mobilisent vraiment des ressources pour être produites. Si elles sont produites en excès ou si elles sont épuisées parce qu'on en a trop produit à un moment donné, c'est que vous manquez énormément de ressources et vous manquerez aussi de ressources pour vos hormones de la reproduction. Cela crée pour toutes les hormones de la déviation hormonale qui est un phénomène qui coûte très très cher en fertilité. Et dis-moi Virginie, comment est-ce qu'on dose ces 3 hormones? Alors en fait on peut les doser au niveau sanguin, mais il a été démontré que ce ne sont pas les tests les plus fiables, même si ce sont les tests qui sont plutôt dans les guidelines médicales. Si vous demandez ça à vos médecins, souvent ils vont vous proposer un dosage sanguin et dans ce dosage sanguin, il est très rare que vous trouviez ces hormones hors normes. Il ne faut pas oublier qu'un dosage sanguin, c'est un dosage à un instant T et que les hormones ça varie tout le temps. Donc il est évident, et ça c'est des évidences qui sont très très claires dans certains pays comme la Belgique ou comme les États-Unis, que les dosages hormonaux sont beaucoup plus fiables quand on les fait au niveau salivaire, dans la salive, puisque ça nous donne une fenêtre en fait hormonale d'à peu près 30 minutes et ça nous donne une moyenne sur 30 minutes. Et ce qui est important surtout, c'est d'avoir un dosage qu'on appelle un dosage
basale au réveil au moment où les hormones ont leur taux le plus fiable. Et donc, il faudrait avoir le tube de récolte de salive juste à côté de son lit, sur sa table de nuit, et récolter justement la salive au réveil pour pouvoir aller faire les dosages hormonaux. C'est ce qu'on fait par exemple dans les analyses qu'on propose qui sont Fertiline Lab ou Fertiline Lab Control, qui sont des analyses sur lesquelles on a un partenariat avec un laboratoire d'analyse biologique pour justement réaliser des bilans qui sont à la fois des bilans immunitaires et des bilans d'hormones, mais sur le plan salivaire. Et dans ce cadre, on va doser la DHEA salivaire et le cortisol salivaire, et ça fait partie des dosages qui sont les plus facilement interprétables et qui sont les plus fiables. Par contre, ils ne sont pas remboursés à ce jour. Est-ce que ça vaut la peine de supplémenter ou en tout cas de prendre une médication pour justement pallier à ces hormones, au manque de ces hormones? Alors si on en a en excès, on va peut-être pas prendre des hormones en plus, mais justement qu'est-ce qu'on fait si on en a en excès? Et si on en a pas assez, est-ce qu'on prend des suppléments? On parle souvent de supplémentation de DHEA, qu'est-ce que tu en penses? Bon, si on en a en excès, on peut faire de la régulation hormonale, mais ça se fait surtout par le biais du mode de vie, et le plus efficace c'est de le faire par le biais du mode de vie, et c'est scientifiquement documenté. On n'a pas vraiment de stratégie médicale pour faire de la régulation hormonale, ça se fait par le biais de la complémentation et de l'alimentation. Maintenant, si on manque d'hormones, alors c'est vrai qu'il y a eu pendant très longtemps cette théorie médicale de on manque de DHEA, on met de la DHEA, on manque de testostérone, on met de la testostérone, on manque de cortisol, on met de la cortisone. En fait, on a cru que ça marcherait. Théoriquement, ça paraît tout à fait logique, d'ailleurs, ça en augmente les valeurs sanguines. Par contre, ça n'a pas l'effet, souvent, escompté. On l'a su très vite, les études l'ont montré très vite, par exemple sur la DHEA et sur la testostérone, le fait d'augmenter ces hormones n'a pas d'effet en fait probant sur la réponse par exemple à une stimulation, ou en tout cas pas sur l'intégralité des situations. On ne peut pas dire que ce soit une ligne directrice rigoureuse. Et même sur la cortisone, on a eu aussi pas mal d'espoir sur les traitements à base de cortisone pour justement améliorer les contextes d'implantation, diminuer les risques de fausses couches. Et au final, au début, les études étaient plutôt positives parce qu'on voyait qu'il y avait plus d'implantation. Et finalement, on est revenu en arrière parce qu'on voit que oui, il y a plus d'implantation, mais en fait, ça finit en fausse couche et que finalement, il n'y a pas plus de grossesse à terme. Il y a eu énormément de choses qui ont été réalisées, et scientifiquement, il y a eu beaucoup d'espoir sur la supplémentation hormonale, et de façon générale, ces espoirs sont complètement tombé à l'eau. On s'est aperçu que non, ça ne donne pas l'effet escompté. Il y a des contre-effets, c'est-à-dire que tout médicament, enfin les vrais médicaments, ce qui est pharmaceutique, a toujours des effets indésirables, et ces effets indésirables peuvent être contre-productif. Et en fait, à chaque fois qu'on va contourner les fabuleux mécanismes d'adaptation de notre corps, parce que notre corps s'adapte, si vous avez des hormones qui sont finalement en déficit ou en excès, c'est un phénomène d'adaptation. Le fait d'aller les réguler comme ça directement, d'aller amener l'hormone manquante, ça va casser l'adaptation de notre corps. Ça va rompre en fait une homéostasie qu'on avait établie, et il vaut mieux travailler, à mon sens, le problème à la racine, se poser vraiment la question de pourquoi ce système est affaibli. Ah ben tiens, il est affaibli pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, très bien, corrigeons les causes et on va corriger le système affaibli. C'est la façon dont on travaille, c'est la façon dont on travaille depuis 5 ans. On s'aperçoit que les résultats sont exceptionnels, et surtout, ils sont sans contrainte et sans effets secondaires, sans effets collatéraux. Et c'est ça qu'on veut aussi, parce que finalement, si on veut aller restaurer un système en détruisant 2 autres, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour votre fertilité, mais au-delà de ça, ça n'a aucun sens pour votre santé. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut rééquilibrer des systèmes hormonaux, déjà il faut identifier clairement quelles sont les dysfonctions. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, la biologie a beaucoup progressé, ça se bilante, on a beaucoup avancé là-dessus, on sait comment faire pour les rééquilibrer, donc on bilante correctement, on identifie, on rééquilibre, et on fait ça par le biais de moyens les plus naturels possibles, et l'objectif étant de restaurer l'équilibre, l'homéostasie du corps et les capacités d'adaptation de notre corps. Et en fonctionnant comme ça marche extrêmement bien. D'ailleurs, on vous recommande d'aller voir une vidéo qui s'appelle Cortisone en PMA pour comprendre un peu le mécanisme de la cortisone lorsqu'elle est ajoutée et pourquoi ça peut aussi poser certains autres problèmes.